Allez, 18h05, 26 personnes. On y va doucement ou vous voulez encore Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, bonjour aux 26 personnes qui sont à l'heure et qui viennent de nous rejoindre. Nous entamons le dernier séminaire de l'année. On a fait une reprise de nos webinaires en attendant le retour à la normale. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique que nous avions appelée de nos voeux depuis 2016 et notre première édition, ce qui est la téléconsultation. La téléconsultation s'inscrit dans un cadre qui est plus général, dans le cadre plus général de la télémédecine, que va en parler Yann-Maël Douarin, qui s'occupe de ce sujet à la DGOS. Elle peut pallier évidemment à un manque de professionnels de santé, même si, encore une fois, c'est un outil et l'outil ne remplace pas la consultation physique. Je passe mon temps à le répéter, il y a beaucoup d'outils numériques qui ne remplacent pas l'humain, mais ce sont des outils extrêmement appréciables. Donc, elle a toute sa place dans l'organisation des soins. Cependant, si elle s'est développée pendant la crise, est-ce que la téléconsultation a-t-elle pour autant profité à tous, nous qui sommes très soucieux des déserts médicaux? Il y avait des problèmes de numérique, des problèmes de médecins traitants qui n'avaient pas forcément basculé dans la pratique, de créneaux horaires. X% des Français ayant testé sont satisfaits, nous dira Rémi Teston, mais les Français qui sont sondés sont ceux qui ont pu être sondés. Et ceux qui ont testé ont pu le faire, comme les sondages sur Internet. Seuls ceux qui savent se connecter peuvent donner un avis. Après la crise, parce qu'on va bien s'arrêter un jour, il va falloir continuer avec la téléconsultation, il va falloir l'instaurer durablement, et non pas en raison de la fin de la distanciation sociale, mais parce que certains auront toujours du mal à se déplacer, que le renouvellement d'une ordonnance ne nécessite pas toujours un aller-retour en VSL à Paris, qui coûte quand même, c'est des gros budgets pour la sécurité sociale. Marie-Laure Saillard, qui est vice-présidente du LET, l'entreprise de télémédecine, nous dira un peu plus ce qu'il manque pour faire que la téléconsultation marche durablement dans les mois et années qui viennent. Maintenant, premier intervenant. Yann-Maël, un petit point sur le développement. Très bizarre de voir sa photo comme ça. En tout cas, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si j'avais préparé 2 diapos, si vous voulez que je les passe ou pas, ou si je le fais à l'oral, comme vous souhaitez. Ah ben voilà. C'était juste pour reposer le cadre. Après, je pense que le mieux, c'est d'échanger, de discuter. Pour reposer le cadre de la téléconsultation, parmi tout ce qu'il y avait et tout ce qui arrive. Jusqu'à l'année dernière, seuls les médecins, chirurgiens dentistes, on le savait peu, et sages-femmes, donc toutes les professions médicales, avaient le droit de pratiquer à distance, donc c'était la télémédecine. Et nous avons créé, donc c'était pendant l'été 2019, le télésoin pour permettre à toutes les professions paramédicales et les pharmaciens, donc 18 nouvelles professions, de pratiquer à distance. Ça paraissait une hérésie, ça paraît aujourd'hui une hérésie que ça ne se soit pas fait avant. Et donc, on a souhaité l'année dernière corriger cela et permettre à toutes les professions, et là on l'a bien vu pendant la crise, ça a bien servi, de pouvoir pratiquer à distance en créant le télésoin. Pourquoi on a accéléré, on va dire, depuis 2018? Parce qu'il y a plusieurs enjeux auxquels répond la télémédecine et pas simplement les déserts médicaux. Je trouve ça un peu souvent réducteur de dire que la télémédecine, la téléconsultation est là juste pour régler les problèmes de trajet ou d'accès. Mais ça permet effectivement, c'est un des leviers, d'éviter les trajets longs et d'améliorer, on va dire, l'accès aux soins ou les délais d'accès aux soins. Ça permet de réduire les inégalités sur le territoire, et je pense que Marie-Laure en reparlera probablement tout à l'heure. Mais ça permet surtout d'améliorer la continuité des soins. C'est-à-dire que ce n'est pas une médecine dégradée qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est une autre façon de faire qu'on organise. On s'organise différemment pour faire différemment et pour mieux prendre en charge globalement son patient. Je me battrai toujours, et il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui le pensent. J'ai eu un exemple ce matin, on avait des rendez-vous avec, je ne citerai pas, avec des syndicats, et un syndicat s'est opposé aux discussions parce que pour lui, toutes les pratiques à distance sont forcément des pratiques médicales dégradées.
Et je pense qu'on a un travail collectif pour faire comprendre que non, la téléconsultation n'est pas une pratique médicale dégradée. Ça apporte réellement quelque chose. Le but, c'est qu'ensemble, on construise quelle est la place de la téléconsultation. Ce ne sera pas la même pour tout le monde, ce ne sera pas la même pour tous les parcours de soins. Mais en tout cas, je me battrai, moi, pour que ça ait une place à part entière et une place de qualité et de sécurité. Si on passe sur la diapo d'après, juste pour vous dire un peu ce qu'on a fait pendant la crise et les premiers chiffres. Je vais d'abord commencer par les dérogations avant de parler des chiffres. On a souhaité, dès le début de la crise, pour plusieurs raisons, ouvrir largement la télésanté. Pour, un, protéger les soignants. Deux, protéger les patients aussi, parce que quand on est dans une phase épidémique, il est hors de question de se dire qu'un patient, on va lui demander de venir en cabinet alors que potentiellement il est contagieux, donc aller contaminer les gens dans le métro, le RER, le bus, etc., puis des gens dans la salle d'attente, puis potentiellement son médecin. Donc on protège les patients, on protège les soignants. Et aussi parce que beaucoup de patients atteints de maladies chroniques, et on l'a vu, ont renoncé aux soins et avaient peur de se déplacer. Donc il fallait qu'on aille récupérer ces patients-là et qu'on s'assure que les patients puissent bénéficier d'une continuité des soins. Donc c'est pour ça que largement on a souhaité ouvrir la téléconsultation en diminuant un certain nombre de barrières que certains pouvaient voir dans les avenants conventionnels pour la téléconsultation. On a ouvert, ce qui n'était pas le cas, la téléconsultation aux sages-femmes et on a ouvert à plusieurs professions. Le télésoin, donc en avance de phase parce qu'il n'est pas encore, le décret n'est pas encore paru, il devrait arriver au début de l'année, début d'année 2021, je me perds. Donc on a ouvert pour les kinés, orthophonistes, infirmiers, diététiciens et j'en oublie, il y en a plusieurs, je crois qu'il y a 6 ou 7 professions auxquelles on a ouvert pour leur permettre de continuer à prendre en charge leurs patients et d'avoir une activité. Si on regarde, et on a accompagné tout ça, en se disant, les médecins, beaucoup, ou les soignants au sens large, beaucoup n'en faisaient pas avant, donc il faut les accompagner. Pour les accompagner, on leur met à disposition un référencement des outils pour que si demain ils décident de s'y mettre, ils sachent quel outil, ce qu'ils ont à disposition et qu'ils puissent le faire rapidement. Donc il y a eu un référencement qui a été fait avec l'Agence du numérique en santé. Et on a essayé de communiquer le plus largement possible. On est passé, donc avant crise, de 10 000 téléconsultations par mois à plus d'1 million par semaine au plus fort de la crise. On est redescendu au mois d'août, on va dire août, début septembre, à peu près 150 000 téléconsultations par semaine. Et là, on est remonté aux alentours de 500 000. J'ai eu une présentation il y a 1 heure d'un nouveau baromètre qui n'est pas encore public, où on voit, et là j'étais assez content dans ce baromètre-là, de voir que pour une fois, les médecins disent que c'est plus de la télémédecine de crise, qu'ils vont l'inscrire dans leur pratique quotidienne post-crise. Donc les choses, on ne reviendra pas à l'état d'avant, aux fameux 10 000 par mois. La télémédecine et la téléconsultation, je pense que peut-être que Marie-Laure et tout le monde pourra compléter là-dessus, commence à gagner ses lettres de noblesse. Ce qu'on a pu voir aussi pendant la crise, c'est que c'était principalement au départ les médecins libéraux qui s'y mettaient, les médecins généralistes, et que progressivement les autres spécialités et la ville commencent à s'y mettre. Je pense que l'hôpital au départ, surtout pendant le premier confinement, était embolisé par d'autres problématiques et la conduite du changement numérique n'était pas forcément sa première problématique. Là, avec le déconfinement pendant l'été, ils ont potentiellement eu le temps de poser les choses et de s'y mettre un peu plus fortement là progressivement. Donc voilà, principalement les généralistes au départ, les libéraux, et là, ça commence à suivre maintenant sur l'hôpital. Et juste pour rebondir avant les questions, désolé, je suis un peu long, sur la question du webinaire d'aujourd'hui, au-delà des chiffres, ce n'est pas les chiffres qui m'apportent souvent. Effectivement, à chaque fois, on nous demande les chiffres, on en est où. Ce qui est important, et je pense qu'on aura tous réussi, si demain on apporte un vrai gain en termes de qualité de sécurité des prises en charge, surtout de qualité des prises en charge, et ce n'est pas parce qu'on fera 2 millions de téléconsultations demain qu'on aura réussi. On aura réussi parce que les patients seront mieux pris en charge. Voilà. Donc, je n'ai pas d'objectif fixé. On m'avait posé la question la dernière fois, la DGOS, c'est quoi votre objectif en termes de téléconsultation? Je n'en ai pas. Et je ne serai pas évalué sur un nombre de téléconsultations. Par contre, je serai évalué sur une qualité des prises en charge et c'est ça qui m'importe. Merci beaucoup Yann Maël. Alors, est-ce qu'il y a des questions
dans la session Zoom de certains participants. Sinon, en attendant, moi j'en ai une. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la téléconsultation, mais pendant cette crise, qu'est-ce qu'on a pu voir évoluer sur, par exemple, la télésurveillance ou la téléexpertise? Est-ce que ça a aussi évolué avec des usages nouveaux ou c'est resté un peu en retrait? Principalement la télésurveillance sur 2 niveaux. On a largement ouvert le programme ETAP, donc dans 5 pathologies: insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, diabète et patients porteurs de prothèses. On a fait sauter un peu tous les critères d'inclusion des patients pour permettre à ces patients chroniques d'être télésurveillés. Donc on a eu une assez grosse ouverture qui a permis d'inclure pas mal de patients. Donc ça s'est beaucoup développé pendant la crise. Et il y a eu aussi toutes les expérimentations, pas des expérimentations, mais toutes les organisations mises en place pour télésurveiller les patients Covid. On a notamment une plateforme en Ile-de-France que je ne citerai pas, qui a télésurveillé plus de 200 000 patients. Donc c'est juste énorme. En termes de retour d'expérience, en termes d'apprentissage pour nous, c'est juste hyper riche et ça nous permettra, je pense, d'accélérer la sortie dans le droit commun de la télésurveillance. D'ailleurs, il y a eu un engagement du ministre dans le cadre du Ségur là-dessus pour accélérer la sortie de la télésurveillance dans le droit commun dans l'année probablement 2022 qui arrive juste après la fin du programme ETAP. Mais ça s'est développé largement au-delà de la téléconsultation. La téléexpertise a un peu plus de mal. Là, ça commence à se structurer pendant la deuxième vague, la deuxième phase avec des centres d'expertise, avec des CH, des GHT qui vont prendre certaines expertises et la disséminer via téléexpertise sur la ville. Donc, ça commence à se structurer. Donc, c'est aussi une bonne chose. Et après, il y a tout ce qui n'est pas de la télésanté, mais qui est de la santé numérique et pas du numérique en santé. Tous les algorithmes de décision, les algorithmes d'orientation, l'intelligence artificielle auprès du patient ou des médecins qui commencent là aussi on a vu, il y a eu pas mal de choses qui se sont développées, notamment des algorithmes d'orientation avec maladie coronavirus, etc., qui ont vu le jour. Et il y a pas mal de choses en santé numérique, je fais la différence avec le numérique en santé, qui commencent à arriver aussi, qui ont explosé pendant la crise. Très bien, il commence à y avoir pas mal de questions. La première donc, de Laurent Mignon, c'est comment évaluer la qualité de la prise en charge, justement. On en parlait juste avant. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qu'on a à disposition, c'est le retour des patients et des soignants. C'est tout ce qu'on a. J'espère qu'on aura, en se penchant là, dans l'année ou dans les mois qui arrivent, sur des chiffres un peu plus, en allant fouiller dans les bases de l'assurance maladie, d'essayer d'avoir des données, des choses qui nous permettront de voir, mais c'est très compliqué d'avoir des critères de ce que c'est qu'une amélioration de la qualité. Nous, il y a un des critères qu'on va voir, parce qu'on nous a demandé, ministère, de sortir des chiffres sur la téléconsultation et le déploiement. Et on nous avait demandé au départ de demander… très difficile. On a dit que ce n'est pas forcément pertinent, parce que la téléconsultation n'est pas pertinente en elle-même. Et donc, on a changé le critère. On réfléchit plus à voir… De suivre dans le temps l'évolution du nombre de médecins qui mettent à disposition de leurs patients la possibilité de faire de la téléconsultation que le nombre de téléconsultations en soi. C'est plus l'offre de service qu'on va mesurer, l'évolution de l'offre de service, plus que le chiffre en soi. Je crois qu'il y a pas mal d'autres questions. Télésurveillance, qu'est-ce qui manque? Un modèle. Non, le modèle est assez dur à… Pardon, il y a une question sur ce qui manque pour intégrer la télésurveillance dans le droit commun. Aujourd'hui, aucun pays au monde n'a réussi à trouver un modèle pérenne. Il y a eu des expérimentations, il y a eu des essais. Les Américains ont fait un test en 2019 qui, pour l'instant, ne donne pas grand-chose. Les Allemands, avec les Länder, essayent des choses aussi. Les Anglais ont essayé, ont arrêté. On commence à approcher d'un modèle en tout cas de réflexion et de piste de réflexion assez solide. Il y a la volonté politique, il y a les données. Donc maintenant, ce qui manque, c'est de finaliser et de concerter le modèle. Voilà, et d'y aller. Très bien. En tout cas, il y a une question aussi qui est très importante, je pense, c'est celle sur la formation initiale des médecins, où finalement, ce n'est pas aujourd'hui forcément intégré dans le cursus universitaire. Et c'est ce qui manque peut-être aussi pour qu'il y ait une meilleure appropriation de ces outils-là. Donc, est-ce que vous avez des actions de ce côté-là ou pas du tout? Alors, via la DNS, aujourd'hui, il y a des actions. Il y a un groupe de travail avec la conférence des doyens notamment, qui aujourd'hui est plus sur de la formation au numérique. C'est-à-dire comment s'assurer que les médecins soient plus, pas que les médecins, les soignants au sens large, soient plus à l'aise avec le numérique. La
Le deuxième type de formation auquel je tiens moi personnellement, mais qui viendra à mon avis dans un deuxième temps, c'est le jour où on sera capable de former à la sémiologie, à la télésémiologie. C'est-à-dire qu'on formera les médecins, les infirmières, les kinés à examiner un patient à distance. Mais pour ça, il faut des études, pour ça, il faut de la preuve, pour ça, il faut que le corps soignant réussissent à mettre des guidelines sur la sémiologie à distance. Et là, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais en tout cas, la première chose, c'est la mise en place de formations numériques. Et là, ça arrive. Il y a des groupes de travail qui approchent là de conclusions et les choses vont se mettre en place très rapidement. Très bien. On a aussi observé pendant la crise l'ouverture aussi un peu sur le télésoin. C'est-à-dire qu'on s'était ouvert aux infirmières, à certains paramédicaux. Est-ce qu'il y a eu de véritables usages? Est-ce qu'on a vu quand même, on a pu mesurer ça ou pas du tout? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, pour les chiffres exacts, c'est pas forcément hyper simple. Alors, certaines professions, on a créé des lettres clés, des cotations spécifiques qui nous permettent de les tracer. Pour d'autres professions, ce n'était pas le cas, notamment par exemple pour les infirmières. Donc, on n'a pas encore tous les chiffres. Ce qu'on sait, c'est que notamment les kinés, les orthophonistes, pas mal, s'y sont mis. On a eu énormément de retours de la part des orthophonistes et des kinés, par exemple. Les infirmiers, un peu moins, mais parce que la dérogation était vraiment très ciblée Covid et moins patients chroniques et autres. Les sages-femmes, alors c'est pas du télésoin, c'est de la télémédecine, mais il y a eu pas mal d'usages aussi pour les sages-femmes et ça a été assez rapide la mise en place. J'étais assez étonné de voir au départ, on suivait les chiffres semaine par semaine pendant la première phase, la première vague. Et les sages-femmes s'y sont mis très très rapidement, contrairement à ce qu'on avait pu voir pour les médecins au départ. Il y a aussi pas mal de questions sur le fait d'avoir ouvert en officine, donc dans les pharmacies. Est-ce que aussi on a observé une augmentation, un impact important de l'ouverture en officine dans les chiffres globaux ou pas? Alors, en officine, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement de la téléconsultation. Ça, on sait que ça s'est déployé et qu'il y en a de plus en plus. Ça avait demandé au départ des organisations, mais forcément, si les pharmaciens ont envie d'accompagner les téléconsultations, mais qu'en fait, s'ils n'avaient pas de médecin, c'était compliqué. Là, pendant la crise, il y avait beaucoup plus de médecins disponibles en téléconsultation, donc ça a été plus simple, entre guillemets, à mettre en place. Donc, ça se déploie. Après, sur la partie télésoins, c'est-à-dire pratique des pharmaciens à distance, notamment pour les bilans de médication, ça, je n'ai pas de retour aujourd'hui. Très bien. Guillaume, as-tu une dernière question avant qu'on passe peut-être au point d'après? Non, il y a plein de questions qui arrivent sur le côté, effectivement. Non, on a pris toutes les questions les plus importantes. Sinon, on va essayer de récupérer et puis on répondra après parce que je vois qu'il y en a plein. Comment adapter la télémédecine aux populations africaines, mais il n'y en a pas encore en France complètement, le télésoin. On prendra les questions, on gardera la liste des questions et puis on verra comment y répondre. Je vois une question, juste le télésoin a été marginal et le restera-t-il? Non, je pense que ça va vraiment se déployer, notamment les orthoptistes, orthophonistes, kinés, les infirmiers, ils s'y mettront. Je pense que ça sera loin d'être marginal et notamment en télésurveillance. Si c'est un des gros enseignements qu'on a pu avoir pendant la crise, c'est que la télésurveillance n'est pas que médicale. C'est-à-dire que pour télésurveiller un patient, il faut des paramédicaux, il faut une équipe pour télésurveiller un patient. Et c'est une des activités à distance, la télésurveillance, sur lesquelles les paramédicaux auront une très grosse place dans les années à venir. Donc non, ça ne restera pas marginal. Très bien. Merci beaucoup Yann Mel, en tout cas, d'être venu nous parler de tous ces sujets. Je vous propose, avant que Guillaume nous fasse un peu son retour d'expérience de la téléconsultation justement en désert médical et numérique, de refaire un rapide point sur un peu ce qu'on a vu comme évolution pendant cette période. Donc, c'est vrai que comme l'a dit Yann Maël, on a vu des chiffres quand même très importants, avec une croissance quand même record, puisqu'on a observé environ 5,5 millions de téléconsultations entre mars et avril, avec des pics, comme le disait Yann Maël, à près d'1 million par semaine. C'est dû notamment à un assouplissement des règles, à la mise en place de conditions dérogatoires, etc. Un autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il y a des usages qui ont été créés et qui perdurent. Alors, on n'est plus sur le même volume, même si là, pendant ce deuxième confinement, on observe à nouveau une forte augmentation. On a quand même des usages avec des chiffres qui sont quand même intéressants par rapport à ce qu'on a en 2019. Et ce qui est intéressant quand on observe les téléconsultations aujourd'hui, c'est qu'il
Donc, l'assurance maladie a montré qu'il y a à peu près 80% des téléconsultations qui sont effectuées entre un médecin et un patient qui se connaissent. Donc, du coup, il y a une continuité dans la relation entre un médecin et son patient via ce nouveau mode d'interaction. Après, il y a des disparités aussi en fonction des spécialités. Évidemment, il y a des actes médicaux qui sont plus faciles à faire à distance que d'autres, voire certains qui ne sont pas du tout possibles à distance. Donc, il y a des vraies différences entre les spécialités. Il y a eu également l'Agence du numérique en santé qui a publié donc, très récemment un baromètre qui met en avant un peu le regard qu'ont eu à la fois les médecins et les patients sur la téléconsultation. Et c'est plutôt encourageant quand on voit qu'il y a à peu près 75% des médecins qui sont satisfaits de l'utilisation de la téléconsultation. Ils ont été aussi très nombreux à l'utiliser, puisque 71% des médecins ont réalisé une téléconsultation depuis le début de l'année. Et puis, il y a aussi quand même pas mal de médecins qui sont prêts à l'intégrer sur la durée. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour avoir une téléconsultation qui puisse durer dans le temps. Mais par contre, il y a quand même des freins qui sont identifiés. Évidemment, ce n'est pas toujours très facile. Donc, il y a un certain nombre de freins qui ont été listés, notamment le fait de ne pas toujours être bien équipé, d'avoir forcément une préférence dans beaucoup de cas sur les consultations présentielles, d'avoir peur aussi que la consultation rende le diagnostic moins sûr. C'est un peu particulier comme frein. Et puis, bien sûr, il y a des examens cliniques qui ne peuvent pas du tout être faits à distance et donc qui doivent être réalisés de manière présentielle. Et puis, là, ça, c'est un peu inévitable. Ce sont tous les problèmes un peu de technique, de connexion que l'on peut avoir. Et on observe près le même frein aussi côté patient. Donc, pour les patients, les Français ont été quand même assez ouverts à ce nouveau mode d'interaction, puisque, vous le voyez, énormément de Français se sont connectés sur ce mode d'interaction et ont plébiscité du coup les professionnels de santé. Mais il y a aussi des freins qui sont identifiés côté patient. Il y a notamment l'absence du contact direct avec les professionnels de santé, le manque de confiance sur la qualité de la consultation ou le fait aussi de devoir changer de médecin finalement. Et le côté un peu plus marquant qu'on a pu observer, c'est vraiment le côté déshumanisant de la relation et le fait aussi de pouvoir se retrouver face à des erreurs médicales ou autres. Et puis, dans les motifs de non-satisfaction, il y a tous les problèmes techniques dont on a évoqué, de son, d'image, la difficulté aussi à être seul, finalement, de ne pas avoir quelqu'un pour s'aider, et puis d'avoir aussi, dans certains cas, des mauvaises conditions de confidentialité, que ce soit dans des lieux comme les pharmacies, dans certains lieux où il y avait des cabines à téléconsultation, etc. Et puis, on a vu quand même aussi un déploiement donc, progressif dans les officines qui a permis d'avoir une ouverture vraiment des téléconsultations qui permet du coup de renforcer aussi l'offre de soins parce que les pharmacies, c'est là où il y a quand même le meilleur maillage aujourd'hui sur le territoire. C'est ce qui permet du coup d'accompagner un certain nombre de patients, notamment des patients âgés qui ne sont pas forcément équipés chez eux ou qui ne sont pas du tout ouverts au numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même à peu près quasiment 20% de la population qui se retrouve dans une vraie fracture numérique, qui n'est pas du tout ouvert ou qui n'est pas du tout appétant avec le numérique, donc ça laisse quand même une population assez importante. Donc je vous propose de laisser la parole à Guillaume de Durac, qui va du coup revenir un peu sur son expérience à travers du coup ses talents de dessinateur. Guillaume, je te laisse la parole. Merci Rémi. Comme il m'est toujours difficile pour moi de parler, je préfère m'exprimer avec quelques dessins. Et puis, comme chacun sait, ou ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends, je vis la majorité du temps dans un désert médical, ce qui a justifié la création de cette université. Et donc, je suis à la campagne avec des gens qui travaillent depuis toujours dans cet endroit et qui ne sont pas forcément connectés, qui sont globalement tous malades, ils souffrent tous d'une ALD pour différentes raisons. Et j'ai profité pendant le premier confinement pour en faire une petite enquête auprès de mon voisinage et j'ai testé la consultation. Je l'ai fait dans un article qui était un peu sanglant à l'époque. Je suis pour la consultation, mais je veux faire avancer un peu les choses. La première chose, consultation, téléconsultation, il faut du réseau. Et ça, c'est si vous êtes sur l'université des déserts médicaux numériques, vous dites bien qu'on va parler réseau. Voilà, donc pour trouver du réseau, il faut parfois monter assez haut, sortir de chez soi.
pour avoir capté un réseau et faire ça non pas sur un téléphone, sur un ordinateur, mais sur un téléphone, et ce n'est pas toujours facile. Voilà, ça c'était le premier élément qu'il fallait poser. Il y a beaucoup de zones qui sont encore exclues, et qui dit zones exclues, dit des gens qui n'ont pas d'ordinateur, pas de smartphone comme on l'entend avec des applications, et qui n'ont pas d'abonnement Internet. Et je vous promets que dans le Bourbonnais, l'Allier, la Nièvre, il y en a beaucoup. Donc ces gens-là ne savent pas utiliser un ordinateur, ne peuvent pas faire de la téléconsultation. Voilà, ça c'est aussi un problème qui va porter sur l'éducation numérique, sur lequel on travaille déjà, et au sein du ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé, puisque je suis dans des groupes de travail qui essayent de résoudre, voir comment est-ce qu'on peut résoudre la fracture numérique en santé. C'est un sujet qui est quand même assez sensible, on le disait avant, mais avec la crise, on s'est aperçu qu'il y a finalement beaucoup de gens avaient du mal, et dans l'éducation, et d'autres sujets, mais la santé n'était pas du tout à même de pouvoir suivre l'évolution du numérique. Alors, avant, on trouvait facilement des médecins. Souvenez-vous, y a-t-il un médecin dans l'avion? Et tout le monde levait la main. Maintenant, ça a un peu changé. Il n'y a plus de médecins. On n'en trouve plus. Bon, évidemment, il n'y a plus d'avions, mais ça, c'est la crise. C'est un autre problème. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est des médecins. C'est une chose. Alors, le dessin suivant, c'est celui qui est le plus simple et à la fois celui qui me pose le plus de questions. La téléconsultation pour tous, il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont sous ALD, qui ont un tiers payant, mais qui n'ont pas forcément une carte bleue. Mon voisin j'ai 2 voisins qui n'ont pas de carte bleue, juste des chéquiers parce qu'à la campagne, on paye tout par chèque. Donc, ils ne peuvent pas utiliser un certain nombre d'applications, puisque celles que j'ai pu tester, j'en ai testé au moins 2, mais celle que j'ai pu tester ne fonctionnait que si on entrait déjà une carte bleue et qu'on était déjà débité d'un montant, en l'occurrence du G. Même si on avait dit que c'était pris en charge, voilà. Donc le tiers payant ne marche pas, l'ALD n'est pas reconnu, la carte bleue est exigée, évidemment débitée, et puis le reçu pour le paiement est quelque chose qui ressemble à tout, sauf à quelque chose qu'on peut envoyer à la sécurité sociale. Donc, ça fait un certain nombre de consultations qui n'ont pas été remboursées depuis le début du confinement. Ça peut être aussi un léger problème et de se demander pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi souple quelque part que dans une consultation au cabinet où vous avez votre carte vitale, on vous dit « Monsieur, c'est bon, vous êtes pris en charge » et la question est réglée. Qui dit pas de carte vitale dit aussi pas d'accès au DMP, et j'ai essayé de poser la question aux personnes qui étaient connectées en face de moi, j'étais patient, pas d'accès au DMP, ce qui veut dire que j'ai pu avoir dans le nombre j'avais des hospitalisations qui étaient prévues, qui ont été déprogrammées, donc il a fallu consulter de manière assez récurrente et sérieuse. Je suis tombé sur des gens qui n'avaient absolument pas accès à mon dossier, donc c'était pas évident. Et quelque part, à titre personnel, j'aimerais que quand on fasse de la téléconsultation, ce soit quasiment obligatoire que la personne en face, le professionnel, puisse consulter un dossier et que ce soit, puisqu'on fait forcément, tout est déjà numérique, que ce soit déjà intégré dans le fameux DMP, pour lequel je plaide, mais c'est vrai que le voir désespérément vide, alors que par ailleurs le nombre de comptes rendus augmente, ça m'inquiète. Voilà. Le sujet suivant est quand vous avez la chance d'avoir un médecin qui a enfin décidé de basculer sur la téléconsultation, encore faut-il qu'il ait des créneaux qui correspondent à vos attentes. Vous dites la téléconsultation, chouette, ça va être beaucoup plus court que d'aller voir au cabinet dans 10 jours. Et en fait, téléconsultation, pas forcément simple d'obtenir un rendez-vous, un créneau assez rapidement. Voilà, le petit dessin. On parlait plutôt de la cabine de téléconsultation et les urgences, mais ça me faisait sourire parce que finalement, évidemment qu'il ne faut pas les urgences pour rien, mais globalement, ce n'est pas forcément facile d'obtenir une sorte de priorité pour avoir un rendez-vous. Parce que les médecins, et mon médecin traitant a basculé sur la téléconsultation alors qu'il n'était pas du tout pour, maintenant il ne fait que ça. Donc on ne peut plus le joindre autrement qu'en prenant rendez-vous. Il ne prend plus de mail, plus de SMS, à la limite. Voilà. Ensuite, nous ne savons pas tous encore très bien utiliser
nos outils. Alors, les patients ne savent pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Pourtant, ce n'est pas très différent, évidemment, d'un Facebook ou d'un chat, mais globalement, il revient aux patients de se former à l'outil dont il n'a pas décidé ni le modèle ni l'interface quelque part. C'est le médecin qui va dire, écoutez, voilà, moi je suis avec tel opérateur, et ça globalement, ça se ressemble. Mais c'est vrai qu'il faut faire un effort. Et j'ai rencontré des médecins, notamment hospitaliers, qui ne savaient absolument pas utiliser l'outil. Donc, la téléconsultation, on imagine facilement 2 personnes en face d'un écran, mais s'il faut en mobiliser 4 ou 5 de chaque côté, comme sur le dessin, c'est un peu différent. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir une prescription d'un mauvais médicament, puisque le médecin qui se trouvait de l'autre côté de l'écran avait, sans que je le sache, un manque d'outils à la prescription, ou du moins un canevas qui faisait qu'il n'a pas pu prescrire le médicament qu'il voulait me donner. Donc j'ai reçu l'ordonnance avec un médicament qui ne m'était pas complètement destiné. Heureusement qu'il y a encore des pharmaciens pour s'assurer que la prescription est conforme à ce qu'on doit vous délivrer. Et ça, je remercie encore, et je continue à croire que les pharmaciens sont un excellent rempart contre le mésusage, contre la mauvaise prescription qui peut arriver parfois, ou certaines erreurs, et c'est très bien. La messagerie sécurisée aussi est quelque chose, après la téléconsultation, on peut avoir, je dévie un peu sur la messagerie sécurisée, on a un envoi d'ordonnance qui peut arriver, quand il arrive, parce que parfois il a fait le réclamer, via une autre application de messagerie sécurisée, avec des ordonnances, avec des examens à faire. Alors c'est très bien, mais une fois qu'il faut répondre ou renvoyer, par exemple, un précédent compte-rendu, on ne peut pas, nous, patients, utiliser la messagerie. Donc c'est simplement à ce titre descendant. C'est-à-dire qu'on est obligé de renvoyer un compte-rendu via Gmail ou Yahoo ou Orange. Mais c'est un côté frustrant quand on a finalement décidé de rentrer dans un système avec quelque chose qui était sécurisé. En fait, on a un problème majeur en France, c'est que, y compris chez les jeunes, c'est que tout le monde sait servir globalement d'un smartphone pour jouer, mais quand il faut faire quelque chose de plus sérieux, ça devient plus compliqué, ça nécessite une attention qui est différente, un apprentissage aussi. Voilà les retours que j'ai pu avoir. Il y a un peu de moi, il y a un peu de mes voisins, je dois avouer, sur la téléconsultation. C'est néanmoins très commode. Bon, puisque ce couvre-feu ce soir et que dans la campagne dans laquelle je vais être dans quelques jours, il n'y a quasiment pas Internet, il n'y aura rien d'autre que les 3 principales chaînes de télévision françaises. Je vous remercie. Merci Guillaume. Et pour compléter, c'est vrai qu'on a retrouvé aussi certains commentaires, certains retours d'expérience de la téléconsultation en officine qui montrent qu'il y a quand même un véritable usage qui est en train de se créer, avec notamment une vraie opportunité pour un certain nombre de patients de pouvoir accéder de manière plus rapide et facile à un médecin. En tout cas, merci Guillaume pour ce retour d'expérience. Je sais que tu es un fervent supporter de la téléconsultation, et donc c'est frustrant aussi quand on est dans un désert à la fois médical et numérique de ne pas pouvoir avoir une téléconsultation optimale. Il y a eu des téléconsultations qui sont terminées effectivement sans le visio, d'où la question, évidemment, tout à l'heure on en a parlé, que tu avais évoqué sur le fait de recourir au téléphone. Et je pense qu'il y a des endroits où on ne pourra aujourd'hui recourir qu'au téléphone. Exactement. Je vous propose maintenant on laisse la parole donc aux entreprises de télémédecine à travers donc le LET, et on va laisser la parole du coup à Marie-Laure Saillard qui va un peu nous parler un peu de la téléconsultation et des évolutions en fait que l'on attend pour que ça se développe vraiment de manière importante. Marie-Laure, on vous laisse la parole. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Je vais essayer merci pour ce retour, Guillaume, parce que c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue des usagers. Donc, du point de vue du LET, les entreprises de télémédecine, comme vous le savez, nous sommes des entreprises jeunes. Donc ça, c'est un des éléments qui fait nos caractéristiques. On a décidé de se fédérer au sein d'une association il y a un petit peu plus d'1 an, 18 mois maintenant, justement
justement dans cette idée aussi de construire une télémédecine de qualité et d'avoir une position aussi un peu clarifiée vis-à-vis aussi bien des pouvoirs publics que des patients ou des professionnels de santé, puisque sur des marchés émergents comme ça, les sociétés très jeunes avaient du mal à établir une position commune et on a vraiment fait le constat qu'on avait tous à gagner collectivement, nous, entreprises de télémédecine, mais aussi collectivement en France, à structurer un peu les messages et les combats. Je parle de combats parce qu'on est sur des sujets d'innovation et l'innovation, ça nécessite toujours des combats. Tout à l'heure, Rémi parlait des freins à l'usage de la téléconsultation et on sait qu'ils sont nombreux. Du point de vue de la consolidation des chiffres, Yann Maël le disait tout à l'heure, c'est vrai que la crise sanitaire a surtout boosté la téléconsultation, un petit peu moins la téléexpertise, même vraiment moins, et moins également la télésurveillance. Donc on a des chiffres vraiment qu'on est en capacité de commenter et de présenter, plus particulièrement sur la téléconsultation. Je voulais attirer votre attention sur les chiffres qui ont été partagés. Ce sont les chiffres de l'assurance maladie. C'est bien normal, l'assurance maladie ne compte que ce qu'elle finance et c'est absolument naturel. Au sein des entreprises de télémédecine, il y a des représentants de plusieurs modèles de la télémédecine et si on prend la téléconsultation, en fait, il y a deux modèles principaux qui cohabitent aujourd'hui. Le modèle des outils à destination des professionnels de santé et qui rentrent vraiment dans le comptage, on va dire, de la téléconsultation financée par la sécurité sociale. On est dans le cadre contractuel de l'ANANSI, c'est-à-dire c'est pour ça que dans les chiffres, on a aussi 80% des téléconsultations qui se passent entre un médecin généraliste, de manière générale, et son patient, et donc un patient qu'il connaît. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un deuxième modèle de téléconsultation en France qui existe depuis 2018, qui est le modèle de la téléconsultation hors parcours de soins. Et donc, bien évidemment que sur ce deuxième modèle, la sécurité sociale n'apporte pas de visibilité en chiffres puisque ce n'est pas elle qui finance. Ce sont soit les complémentaires santé, soit les patients, soit les entreprises. Quand on regarde un petit peu en termes de volumétrie et d'impact sur les territoires, parce qu'on est là à l'Université des déserts médicaux et numériques, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les gros usages de la téléconsultation prise en charge par la sécurité sociale, très logiquement, il y a de la téléconsultation où il y a des médecins. C'est assez classique. Si vous regardez la carte de France, vous verrez les gros usages, les grosses augmentations d'usage sont sur des bassins où on ne souffre pas trop de désertification médicale. On a fait le travail au sein du LED de consolider également les chiffres du deuxième modèle économique, donc hors du parcours de soins. C'est un travail qu'on a fait ensemble et c'est un travail qu'on a partagé également avec la FNMF qui a contribué à consolider également les chiffres. Donc à ces chiffres, on les a cités, 1 million la semaine du 23 mars de téléconsultation, entre mars et avril 5,5 millions de téléconsultations et depuis novembre, j'ai les mêmes chiffres que vous, 500 000 téléconsultations par semaine. Si on ajoute la téléconsultation hors du parcours de soins, il faut rajouter en fait 30% en volume. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres de la sécurité sociale, il y a 30% en plus de téléconsultations qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et qui sont prises en charge, encore une fois, soit par les complémentaires santé, soit par les patients. Quand on regarde la carte, pour le coup, de où est-ce qu'il y a eu de la téléconsultation hors du parcours de soins, on voit là très clairement la contribution de ce modèle-là à la réparation d'une certaine manière des écarts entre les zones denses et les zones sous-denses en termes de médecins, puisqu'on voit que les territoires qui ont le plus utilisé ce modèle de téléconsultation hors du parcours de soins sont des territoires où il y a une vraie sous-densité médicale. Et donc, quand on compare les deux cartes, c'est un exercice qu'on a fait au LET au mois de juin, post-premier confinement, on voit très bien la complémentarité de ces deux modèles et les bénéfices de ce second modèle justement pour l'accès aux soins sur les territoires, puisque encore une fois, on ne peut pas faire une téléconsultation s'il n'y a pas de médecin. Et c'est bien un des messages qu'on porte au niveau du LED, c'est que la téléconsultation, je vais redire le mot parce que ça a encore eu lieu pendant les débats du PLFSS, la téléconsultation, la télémédecine n'ubérise pas la médecine, puisque nous travaillons avec des médecins. On ne va pas les inventer, ce n'est pas des robots en face. Donc
donc voilà, juste pour apporter peut-être ce premier élément d'éclairage sur les deux modèles de téléconsultation, avec un premier modèle où les professionnels de santé utilisent nos outils pour entrer en relation avec leurs patients, et un deuxième modèle où, au-delà des outils, on apporte aussi de la ressource médicale complémentaire là où il n'y en a pas. Et par rapport au retour d'expérience, Guillaume, que vous faisiez sur encore faut-il avoir un créneau compatible, par exemple, vous avez énormément d'offres qui permettent d'avoir accès en 24/7, sans prendre de rendez-vous, à de la téléconsultation. Ce deuxième modèle permet aussi autre chose, si on reprend l'accès au niveau économique des choses, c'est-à-dire oui mais moi j'ai pas de carte bleue, de toute façon j'ai pas forcément les moyens. Ce deuxième modèle-là, c'est un modèle qui est pris en charge à 100% dans beaucoup de cas par la complémentaire santé et qui du coup ne nécessite pas que le patient sorte de l'argent. Donc il n'a même pas le problème du remboursement, mais ça ne nécessite pas de sortir d'argent. Ce que ça éclaire, en revanche, ce que vous disiez, Guillaume, c'est qu'on a un vrai besoin d'expliquer, de communiquer, et il y a une vraie méconnaissance tant du point de vue des patients que du point de vue des médecins sur déjà quelles sont les offres. Alors c'est vrai que Yann Maël partageait avec nous le fait que très très vite le ministère de la Santé en mars a référencé nos offres, et donc ça a été un travail de titan qui a été fait en quelques jours. Simplement ça nécessitait un mode d'emploi en plus, et tous autant qu'on était, évidemment on était en pleine gestion de crise. Et on n'a pas eu forcément le temps et la pédagogie pour le faire. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, les pouvoirs publics s'en emparent. C'est ce que vous disiez également. Et donc, il y a une vraie urgence, évidemment, à communiquer sur les modèles de la télémédecine, les usages de la télémédecine, les modèles économiques. Et on le voit bien, Yann Maël le disait aussi, c'est qu'il y a des modèles économiques qui sont pas encore établis, puisqu'aujourd'hui, on a un système spécifique pour la gestion de la crise Covid, mais on a tout un tas de codes d'actes qui n'existent pas encore et donc qui ne permettent pas d'exécuter. Mais il y a un vrai premier sujet, effectivement, d'information, communication. Et nous, au LET, on se fédère aussi pour contribuer à ça. Le cadre de la télémédecine, et vous le savez, il est le fruit de négociations conventionnelles. Et quand bien même il y a eu énormément d'accélération sur les dimensions numériques, grâce à la crise par ailleurs et à la détermination de Dominique Pont et Laura Détourneau pour régler justement ces problématiques d'accès au DMP, de messagerie sécurisée, et tout ça a accéléré. Et ce qu'on dit parfois avec un humour un peu, pas toujours de bon ton, mais c'est qu'à la prochaine crise sanitaire, on sera vachement mieux armés pour répondre aux besoins. En revanche, on n'a pas encore réglé, et ça prend plus de temps. C'est ce que vraiment expliquait très bien Yann Maël, c'est qu'on n'a pas encore mis en mots, formalisé, formé sur c'est quoi les usages de la télémédecine, les bons usages. Parce que typiquement, vous parliez beaucoup de vos voisins qui sont en ALD. Alors, j'entends la difficulté de l'accès au numérique, mais quand on est en ALD et qu'on peut profiter d'une surveillance à domicile avec de la télésurveillance avec son médecin traitant, c'est des bénéfices qui vont bien au-delà des bénéfices de crise, entre guillemets, sanitaire. Et c'est tout ça qu'on a à construire aujourd'hui. Et c'est bien en ça qu'on a encore énormément de travail, bien sûr, sur l'acculturation au numérique, sur c'est quoi les modèles de télémédecine et qu'est-ce qui apporte de la valeur, et aussi sur une explication de tout ne répond pas à tout dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quelle condition. Il y a plusieurs manières d'opérer. Nous, le petit regret qu'on a au niveau du LED, c'est que on sait bien que tout ça est extrêmement compliqué à mettre en place. On propose des solutions un peu d'urgence et qui permettent justement d'utiliser un cadre qui nous permet de faire de l'innovation, qui est l'article 51, par exemple. Et Yann Maël va en avoir un petit peu marre, je pense que je lui parle de l'article 51. Mais justement parce que, en fait, là, avec la crise sanitaire, on s'est précipité dans des usages qui ne sont pas toujours les bons. D'ailleurs, 30% des téléconsultations prises en charge par la Sécu se font par téléphone. Donc, j'entends le besoin parfois d'avoir le téléphone, mais clairement, c'est pas comme ça qu'on va faire de la télémédecine de qualité, puisque c'est bien l'un des objectifs de cette conférence par ailleurs, c'est que là, par téléphone, on n'est plus du tout en capacité de partager des données, des comptes rendus ou je ne sais quoi. Donc vraiment, il est grand temps de faire ensemble des pas de géant, je dirais, pour arriver à sortir de ce cadre qui était très contraignant, qui a été extrêmement ouvert pendant la crise et peut-être même
peut-être trop, je pense que ça va surprendre qu'un représentant du LED dise peut-être trop, mais du coup, ça a laissé ouvert aussi des pratiques qui ne sont pas des pratiques qui vont dans le sens d'une télémédecine de qualité. Pardon, je suis un peu bavarde, mais je suis passionnée. Je ne sais pas si cette première étape a engendré des questions. Je vais regarder. Merci beaucoup. Oui, il y a des questions notamment sur le lien entre téléconsultation et télésurveillance. Est-ce que du coup, il y a une vraie connexion entre ces deux pratiques? Alors absolument, et c'est bien ce qui est dans l'avenir des usages, c'est qu'aujourd'hui on saucissonne un peu, alors on a siloté la santé, puis maintenant on la resaucissonne au niveau digital, et c'est bien ce qui est très très dommage, c'est que la téléconsultation est un support à la télésurveillance en fait très naturellement, puisque la téléconsultation ça apporte un lien entre un patient et un médecin, donc c'est un tuyau, hein. Enfin je ne nous valorise pas dans notre activité de dire que c'est un tuyau, mais c'est un tuyau. La télésurveillance elle va être permise par les données qui vont être remontées évidemment auprès du médecin, et après le médecin pourra faire un échange avec son patient sur la base des données qui ont été remontées, donc c'est complètement imbriqué, et c'est pour ça que par ailleurs on trouve que c'est nous aussi très très long la mise en pratique de la télésurveillance dans le droit commun. On sait bien toutes les difficultés du modèle économique, mais on croit vraiment qu'évidemment c'est comme ça qu'on va et je suis d'accord avec Yann Maël que les chiffres, alors je sais bien que les journalistes nous demandent des chiffres, mais on s'en fiche un petit peu des chiffres. Aujourd'hui les usages ils sont là, c'est ce que vous rappeliez Rémi tout à l'heure. Maintenant, il faut aller en profondeur et installer la télémédecine vraiment dans les parcours de soins et arrêter de faire comme si c'était une petite verrue qu'on utilise quand c'est utile en gestion de crise et puis qu'on rejette dès que l'occasion se présente, parce que pendant la crise, ce qu'on a vu aussi au niveau du LED en consolidant nos chiffres, c'est qu'on a contribué à éviter à peu près 20% de passages aux urgences grâce aux services qui ont été mis à disposition, et ça c'est des chiffres, je vois Yann Maël qui hoche la tête, merci Yann Maël, mais qu'on a partagé bien sûr avec la DGOS, donc clairement on n'est pas là non plus pour faire de l'abattage de téléconsultation au sein du LED, c'est bien pour ça qu'on se fédère et qu'on essaye d'instruire ça dans la durée, et maintenant nous on est dans l'impatience parce que le cadre évidemment il est quand même un peu rigide, je ne vais pas faire ma militante de base, mais on a bien vu aussi avec la crise qu'il y avait plein d'usages assez extraordinaires qui pourraient apporter des bénéfices aux patients, aux médecins et surtout l'équilibre des comptes publics, parce qu'on va contribuer aussi à réduire les dépenses de santé en améliorant la qualité. Voilà. Du coup, est-ce qu'une des difficultés, ce n'est pas que pendant la crise, certains médecins ont utilisé du coup des outils du quotidien type WhatsApp, FaceTime, etc. et qui vont avoir du mal à sortir de cet usage finalement? Alors, on a un vrai sujet et on a été assez interloqués, nous, opérateurs de télémédecine au sein du LED, quand on nous a dit, quand le professeur Salomon a dit prenez le téléphone, prenez WhatsApp, alors que nous, on est soumis à une roadmap extrêmement contraignante, je peux vous le dire, avec la démarche convergence sur la sécurité des données, sur l'interopérabilité et autres. Donc bon, on s'est dit ok, c'est la crise sanitaire, on a quand même un peu manifesté notre mécontentement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 30% des téléconsultations prises en charge par la Sécu se font par WhatsApp. Hein. Il faut vraiment savoir. Donc, je parle des données de santé, je ne parle même pas de la souveraineté, qui est une vraie problématique également au niveau du numérique. Et alors, comment, du coup, on va pouvoir faire basculer les médecins et les patients sur des outils de télémédecine? Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous oblige, parce que le médecin, globalement, la tech, c'est son éditeur de logiciels, c'est rigide, c'est compliqué. Voilà, à chaque fois qu'on a un nouvel usage, on n'y comprend rien. Et donc, il faut arriver à démontrer que nos outils de télémédecine sont des outils qui sont aussi simples d'utilisation que WhatsApp. Et on voit bien que c'est un vrai enjeu aussi pour nous. Globalement, nous sommes, je vous le disais, des entreprises jeunes. Donc, nous avons des outils qui permettent des usages avec des UX, pardon si je suis un peu trop technique, mais c'est pas très technique l'UX quand même, mais voilà, avec un parcours qui soit facile aussi bien par le patient et par le professionnel de santé, et que les médecins se disent pas « Ah là là, c'est encore un outil, ça va être compliqué. Moi, je me souviens la dernière fois que j'ai dû changer de logiciel, voilà, j'ai paumé la moitié de mes données. » Donc là, l'idée, c'est bien aussi à nous de faire la démonstration de ça, et il faut un peu laisser de la bande passante aussi pour expliquer. Et là, on revient au sujet de formation, information, puisque les médecins, en fait, ils n'ont pas pris le temps, et c'est bien normal et je ne leur en veux pas, de se former, et que par ailleurs, on est, je crois, 140 ou 200, je ne sais même plus, 140 ou 160 solutions de télémédecine, donc ils ne vont pas faire le tri eux-mêmes. Hein, ça, c'est juste une évidence.
Très bien. Bah, derrière ça, il y a pas mal de questions autour aussi de la cybersécurité, enfin de la sécurité finalement des échanges, même de la télétransmission, des comptes rendus, etc. Est-ce que du coup, les critères sont assez stricts quand même pour l'ensemble des plateformes pour pouvoir permettre justement qu'il y ait une sécurité optimale de tous ces échanges? Alors, la sécurité, on le sait, on n'est jamais à 100% en état de l'art de la sécurité. Enfin, je pense que tous les gens qui connaissent ces sujets-là savent bien que la sécurité, c'est un apprentissage permanent et une évolution permanente. Pour autant, nous, opérateurs de télémédecine, on est sur des niveaux de sécurité qui sont validés, vérifiés. On est tous hébergeurs de données de santé, ça très clairement. Donc, c'est déjà un premier niveau de garantie. On ne peut pas exercer notre métier si on n'a pas un hébergement certifié ou agréé données de santé, donc c'est déjà un premier niveau de garantie. Et ensuite, on a, et là on est tous très engagés au niveau du LED dans le programme Convergence, qui est le programme qui est piloté par Dominique Pont et Laura Letourneau, avec vraiment des questions extrêmement précises justement sur comment on assure la sécurité des données de A à Z, je dirais. La sécurité des données est aussi quelque chose qui est très important et sur lequel les patients ont encore un petit peu de mal à se positionner, c'est la gestion des consentements. C'est extrêmement important, d'autant plus quand on va rentrer dans des usages de télésurveillance, puisque là, c'est le patient qui décide ou pas de transmettre ses données à quel professionnel de santé, pour quelle durée. Et donc, tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels nous, opérateurs de télémédecine au sein du LED, on s'est vraiment engagé très massivement et il va bientôt y avoir la publication convergence des premiers opérateurs et partenaires industriels du gouvernement sur ces sujets et vous verrez qu'au niveau du LED, on est très engagé sur ces sujets-là. Donc, ça nous met un peu plus en colère parfois, pardon de le dire, mais quand du coup les médecins utilisent WhatsApp, qui ne fait pas beaucoup d'efforts ni pour l'interopérabilité ni pour la sécurité des données. C'est vrai. Ce que je vous propose, si tu es d'accord Guillaume, c'est que du coup on passe à une session globale de questions-réponses pour tous les intervenants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le chat. Alors, il y a une question. Constatez-vous un effet générationnel auprès des médecins? Ou faut-il attendre le renouvellement des praticiens pour qu'il y ait du coup un usage beaucoup plus important? Marie-Laure, tu veux répondre? Moi, j'ai une mini-réponse. Il y a un effet générationnel, mais pas celui qu'on pense. C'est-à-dire que bizarrement, c'est les médecins les plus âgés qui sont plus à l'aise avec la téléconsultation pour une raison assez simple, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur pratique médicale. Les jeunes n'ont pas confiance en eux, donc n'ayant pas confiance en eux en présentiel, ils ont encore moins confiance en eux à distance. Donc, on imaginait au départ que les jeunes seraient beaucoup plus technophiles et téléconsultationophiles, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est un peu l'inverse qui se passe. Je ne sais pas si Marie-Laure, tu constates la même chose. Oui, on partage exactement ce constat, ça c'est juste une évidence. Évidemment, la question du frein que Rémi nous présentait tout à l'heure sur j'ai peur que mon diagnostic soit moins pertinent à distance, c'est une vraie objection de médecins jeunes. Qu'on n'a plus du tout quand les médecins ont 20 ans de pratique, 30 ans de pratique, parce que là, ils ont beaucoup plus confiance dans leur capacité à faire un diagnostic. Il y a en revanche, si je puis me permettre, un éclairage à apporter. J'ai horreur d'opposer les générations par ailleurs, mais là, on parle technologie, outils. En revanche, les nouvelles générations de médecins n'ont plus du tout envie de pratiquer la médecine comme leur papa ou grand-papa faisait, c'est-à-dire tout seul, isolé dans leur coin. Et donc, moi, je crois beaucoup qu'avec les nouvelles générations de médecins, on va vraiment favoriser ces usages de collaboration entre professionnels de santé autour d'un patient. Et donc, ça va aussi contribuer à développer ce que Yann m'a présenté tout à l'heure sur le télésoin, qui est clairement quelque chose qui devrait encore plus se développer avec les médecins de nouvelle génération, il nous semble. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? C'est vrai que c'est un sujet comme qui est vraiment dans l'actualité. Il y a beaucoup de médecins qui s'interrogent. Moi, je sais qu'à titre individuel, j'ai été sollicité par beaucoup d'acteurs pour essayer d'accompagner les médecins dans la compréhension, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment autour du frein un peu technologique. Il y a toujours un peu une peur de la technologie. Donc, vous avez répondu déjà sur ce sujet-là. Alors, il y a une question au niveau du souci de réseau. Est-ce qu'il y a du travail qui est fait? Donc ça, c'est peut-être plus pour Guillaume. Est-ce qu'il y a des travaux quand même qui sont menés auprès des opérateurs pour faire en sorte que toutes ces zones blanches disparaissent progressivement? Alors, il y a des travaux qui sont faits, mais ils sont un peu inégaux.
on sort du pur exercice de la télémédecine ou de la télésanté. Il y a effectivement des informations qui sont un peu contradictoires. C'est là où je fais un peu une vigilance parce que l'ARCEP essaye de prendre les choses en main. Vous savez, l'ARCEP, c'est l'organisme qui s'occupe de la régulation du secteur des télécommunications. Il y a un opérateur principal qui s'est fait un peu remonter les bretelles parce qu'il ne déployait pas suffisamment des réseaux, alors qu'ils devaient le faire dans des obligations pas de service public comme j'avais mis dans un dessin, mais ils ont des obligations quand même de couvrir le territoire. Les engagements, normalement, on a des engagements, j'ai vu ça avec des départements, il y a eu des engagements département par département, ou zone par zone. En 2021, 2022, il y a des choses qui devraient avancer. Voilà. On a parlé un peu de la 5G lors d'un précédent webinaire. On a pu voir qu'il y avait la mise en place de réseaux à haut débit faisait suspendre ou planter le réseau actuel. Et voilà. Mais effectivement, c'est un sujet où nous avons fait beaucoup d'actions publiques sur ce sujet-là depuis 3 ans. Et avec le fait qu'on voit de plus en plus encore d'articles de régions, de villages qui hurlent parce qu'ils n'ont pas de réseau. Et c'est un problème qui n'est pas normal en 2020. Et du coup, c'est un vrai frein aussi du coup, au développement de la téléconsultation dans certaines régions de France, finalement. Absolument. Les ça marche pas, donc on entend beaucoup en ce moment. Majoritairement, ça marche pas quoi? C'est qu'en fait, il n'y a pas assez de réseau parce que par ailleurs, la téléconsultation prise en charge par la Sécu impose la visio. C'est un peu le paradoxe par ailleurs de la période actuelle. Et donc, pour avoir de la visio, il faut un minimum de débit. Et moi, je peux vous dire, alors là, je vais parler de ma casquette de mes docteurs pour avoir les retours des partenaires médecins avec lesquels on travaille, c'est que 3 fois sur 4, c'est pas l'outil qui marche pas, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, c'est évidemment un énorme frein. Du coup, il peut y avoir des mauvaises compréhensions aussi dans les échanges entre médecins. Absolument. En fait, je n'ai pas vu de problème. J'ai eu des visios qui se sont terminés. Alors, soit il n'y avait plus la visio, il ne restait plus que l'audio, soit ça a coupé. Et à ce moment-là, évidemment, il y a toujours le numéro de téléphone. Et on continue par téléphone. En revanche, c'est vrai qu'il faut quand même se voir un tout petit peu. Ce qui m'a permis de voir à un moment aussi que j'avais un médecin qui n'était pas le mien. Mon médecin traitant a été remplacé par un médecin que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, et j'avais besoin de lui parler d'un sujet qui était un traitement un peu lourd. Et voilà, c'est pour ça que de temps en temps, là, c'est mon côté militant, je dis, bon, si on pouvait connecter un dossier à DMP, je vois Liane qui sourit, qui hausse ses sourcils, mais si on pouvait quand même obliger les professionnels de santé à se connecter avant dans le dossier du patient, ce serait pas mal. Parce que finalement, je peux me faire passer pour n'importe qui aussi. Voilà. Donc, le fait que la communication coupe en cours de consultation et qu'on reprenne par téléphone, c'est pas mal parce qu'on termine quelque chose. En revanche, quand ça ne marche pas du tout que ça se fait par téléphone, c'est vrai qu'il n'y a pas ce petit passage, cette même écoute qu'il peut y avoir. Voilà. Sachant que dans la téléconsultation, j'ai caricaturé un peu tout ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir le médecin pour soi et que je l'ai vu dans d'autres études, ce n'est pas des chiffres de qualité, c'est plutôt la qualité, c'est que les patients se confient beaucoup plus, ont beaucoup moins peur qu'en présentiel d'annoncer un certain nombre de choses. Donc, c'est peut-être parfois plus simple pour le professionnel de santé d'appréhender l'état général du patient avec parfois, en présentiel, il y a des non-dits ou des choses qui sont dites par pudeur ou choses comme ça. Mais voilà. Donc, en termes de qualité, personne ne s'est plaint, ni dans le patient, ni dans les professionnels de santé, d'un problème de qualité de la téléconsultation. Le DMP, je souris parce qu'effectivement, on se repenche sur le décret actuellement. Ce n'est pas une obligation. On le met s'il est dommage. Voilà. C'est pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas ouvert pour tout le monde, que la ICPS et la e-carte vitale n'est pas encore déployée. Si j'avais la possibilité d'avoir une ICPS disponible dès demain et une e-carte vitale pour tous les patients dès demain, dans le décret, on ne se poserait pas la question, on l'imposerait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le souhaite tous. Mais techniquement, en fait, tout se met en place en même temps. C'est ça qui est très compliqué, c'est que tout arrive en bloc. C'est-à-dire que la massification de la téléconsultation arrive avec le DMP qui arrive avec la carte vitale, le ICPS, le NS, et tout arrive
en même temps. Donc, c'est vrai que ça se construit pierre par pierre et donc, on ne va pas avoir un édifice complet avant quelques mois, quoi. Ça, c'est sûr. On connaît les contraintes, mais c'est vrai que quand on tombe sur quelqu'un ou un médecin qui ne connaît pas tellement son patient ou parce que ce n'est pas son médecin traitant, alors, mon bon monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Comment expliquer avec des bons mots? Alors, on a un peu l'émotion de la maladie, tout d'un système ou un traitement assez lourd. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu dommage. Et ce serait l'occasion, mais ça va être l'occasion de le faire, il faut être confiant de se dire, bon voilà, là aussi, sur des sujets sur lesquels on bloquait un peu, on va peut-être pouvoir un peu avancer de manière intelligente. Ça nous oblige aussi à beaucoup de pédagogie, à expliquer voilà, pourquoi aujourd'hui c'est comme ça et voilà, où on va et dans quelle direction on prend, quoi. En tout cas, l'histoire est en marche avec la délégation numérique en santé qui permet justement de mettre en place toutes ces structures. Donc, ça prend un peu de temps, mais en tout cas, ça va arriver. Alors, il y a une nouvelle question qui concerne du coup l'acte de téléconsultation lui-même. Est-ce qu'il doit faire partie de l'arsenal thérapeutique du praticien ou être en supplément? Et finalement, c'est des questions que pas mal d'étudiants se posent aussi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Marie-Laure ou Yann. C'est pas quelque chose en plus. Quelqu'un disait tout à l'heure, le temps médical n'est pas extensible et le temps soignant non plus. C'est la téléconsultation, si on la considère comme on la considère avec Marie-Laure et Guillaume et toi Rémi, je pense, c'est-à-dire un soin à part entière. Bon bref, c'est pas en plus. C'est une façon différente d'organiser le parcours du patient. Et de toute façon, on aura beau pousser les murs, les journées font toujours que 24 heures et le nombre de médecins et d'infirmières, etc. n'est pas extensible. Donc, c'est vraiment une façon différente de réfléchir le parcours de soins du patient, dans lequel à certains moments, on fera du présentiel, du distanciel, de la consultation, de la télésurveillance, de l'expertise ou autre. C'est une façon différente de s'organiser. Ça va prendre du temps parce que là, c'est pas une vraie réinterrogation de tout le parcours des patients et de toutes nos pratiques quotidiennes. Mais c'est pas en plus, c'est à côté. Exactement. C'est une façon différente de faire. Et d'ailleurs, dans les chiffrages, à chaque fois qu'on sort une loi, on nous demande de chiffrer les mesures. Et dans les chiffrages, à chaque fois, on dit que la téléconsultation est en grosse partie de la substitution de ce qui se fait en présentiel. Et finalement, c'est un peu comme tout le numérique en santé, c'est intégré à la pratique et pas en supplément. Finalement, il y a aussi quelques questions autour de la typologie des patients qu'on peut voir. Est-ce que, par exemple, les patients, par exemple, les malades chroniques sont plus propices à un certain nombre de téléconsultations parce que ça permet d'avoir un suivi régulier juste pour avoir une analyse de résultats ou ce genre de choses? Est-ce que dans la proportion des patients, on voit plus de malades chroniques ou pas du tout? Je ne sais pas si vous avez ces données-là, Marie-Laure ou… Alors, je me lance, Yann Maël, et vous poursuivez. On est vraiment sur des usages de crise sanitaire quand même, il faut bien s'en rendre compte. Ouais. Et c'est bien ce qui nous désole au niveau du LED d'ailleurs. C'est pour ça que je passe mon temps à dire il faut aller plus loin et j'embête en permanence la DGOS. Parce que là, on est sur des usages de médecine de guerre quasiment. Donc, on fait un peu d'abattage, pardon de le dire comme ça, même s'il y a de la qualité derrière. Mais on est du coup à 80% médecine généraliste et pas du tout sur le suivi d'un patient. Donc là, j'entendais Yann Maël que les médecins, dans une étude à venir, commençaient à se projeter sur de l'organisation. Moi, par ailleurs, avec les médecins avec lesquels on travaille, on voit effectivement qu'au-delà de cette gestion de crise, les praticiens, en fonction de leur spécialité, aussi commencent à imaginer les parcours. On a beaucoup aussi de contacts et de choses qui se mettent en place. On parlait des hôpitaux, mais les hôpitaux, les centres de santé, les EHPAD, même les EHPAD, si c'est encore très très compliqué parce qu'ils ont une grosse lourdeur à gérer sur la crise sanitaire. Mais du coup, aujourd'hui, l'usage qui paraît évident sur les malades chroniques n'est, à mon sens, moi, j'ai pas de chiffres très significatifs, mais pas encore du tout installé. On est vraiment sur des choses un peu ponctuelles liées à la gestion de la crise, hein, tout simplement. Ce qu'on avait, nous, c'est dans la population de remboursement, on va dire, pendant la crise des actes, on avait la proportion de patients en ALD qui était assez importante. Donc, on sait qu'il y avait des patients chroniques et beaucoup de patients chroniques dans cette zone-là de remboursement. Après, je suis assez d'accord avec Marie-Laure. Ça a été assez compliqué pendant la crise. On était sur une ligne de crête en permanence. C'est-à-dire de comment faire des dérogations pour permettre alors pas télémédecine de guerre, mais télémédecine de crise,
dont on avait besoin, honnêtement, dont on a eu besoin. Donc, ouvrir d'un côté, mais de l'autre côté, pas trop de l'autre. Ou alors, si on ouvrait un peu trop, s'assurer que derrière, on soit capable de corriger le tir et de revenir sur une pratique on va dire, dans l'épure de la qualité et de la sécurité qu'on souhaite. Donc, il y a eu énormément de débats. On en a beaucoup parlé avec le LET, avec différents acteurs. C'était assez compliqué parce qu'on était vraiment sur cette ligne de crête de il faut répondre à la crise, il faut répondre aux ruptures de soins qui actuellement, il faut répondre aux cabinets qui ont une chute de leur activité de 40 à 50 voire 60% pour certains et d'autres qui ont fermé. Il fallait qu'ils puissent continuer à voir leurs patients, à avoir une activité. Donc c'était on était vraiment sur cette ligne de crête. Donc je comprends que ça ait pu étonner à certains moments. On en a parlé. Et par contre, je partage ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, c'est qu'il va falloir qu'en sortie de crise, et même dès maintenant, qu'on travaille à la suite, c'est-à-dire comment ces médecins, ces soignants qui ont découvert les pratiques à distance pendant la crise, comment on les ramène sur une pratique normale, pas simplement par téléphone, pas simplement par WhatsApp, pas par FaceTime. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on a supprimé les mentions à WhatsApp et FaceTime progressivement. C'est-à-dire que progressivement, on essaie de recaler les choses pour faire revenir ces médecins qui ont découvert les pratiques à distance pendant la crise, faire revenir sur une pratique classique, voilà, et de préparer la suite. Ça va être difficile. Mon médecin traitant qui ne voulait pas de téléconsultation, qui était à Paris, en plein centre de Paris, a complètement basculé. Il a d'abord été un peu échaudé parce qu'à partir du moment où il faisait encore de la visite sur place à domicile, et ça va être assez incorrect, la mairie de Paris verbalise systématiquement les voitures en dépassement de stationnement, y compris quand il y a un caducée. Il y a eu un certain nombre de bruit là-dessus, et donc il a décidé de ne plus faire de visite à domicile, et donc il a basculé sur la télémédecine, et il s'en porte très bien. D'autant plus qu'il y a eu pendant la crise des offres un peu non payantes ou pour les médecins, donc ça les a intéressés. Donc le faire revenir en arrière, ça voudrait dire qu'il faudrait faire une demande à la mairie de Paris pour ne plus verbaliser les médecins. On ne va pas demander aux médecins d'arrêter. On va leur demander de corriger leur façon de faire de la télémédecine. C'est-à-dire de dire c'est plus de la télémédecine de crise, mais regardez, il y a des outils, il y a des éditeurs qui font des trucs bien, avec des hébergeurs de données de santé, avec des vrais trucs, des choses sur lesquelles vous pouvez déposer une ordonnance de façon sécurisée pour éviter d'envoyer par Gmail. Il y a des cas d'usage qui sont assez pratiques, où vous pouvez faire des examens, etc., de façon assez simple quand vous vous lancez. Voilà, c'est comment on ramène sur une bonne, on va dire, pratique à distance. C'est pas leur faire revenir en arrière, et d'ailleurs, j'ai pas envie qu'ils reviennent en arrière, au contraire. Mais voilà, c'est comment corriger, on va dire, le type de pratique. Ouais, je crois que l'hôpital a bien compris, pour avoir fait des téléconsultations avec l'hôpital ou des spécialistes, ils ont complètement intégré, il y a eu un certain nombre de coups de téléphone derrière ou d'enquêtes pour demander comment ça s'était passé. Et des chefs de service qui sont lancés là-dedans et le secrétariat qui appelait derrière pour savoir comment ça allait et savoir si on était prêt à continuer après. Et c'est vrai que ça dégage aussi du temps à l'hôpital parce que les horaires peuvent être différents, aménagés, qu'on n'a pas forcément besoin de revenir pour décider des rendez-vous de suivi et un lien privilégié par la téléconsultation est possible. Et moi, n'est pas frustrant. Je préfère avoir des rapports plus souvent avec un spécialiste et franc plutôt que d'avoir des rendez-vous physiques à décembre 2022 et d'avoir rien entre-temps. Alors, on va prendre une dernière question qui est aussi intéressante, c'est sur du coup la façon dont on procède à l'acte au niveau notamment de la prescription. Est-ce qu'en téléconsultation, on peut prescrire comme on prescrit en présentiel? Là, il y a une question qui est plus notamment par rapport à la gestion de la douleur, où il peut y avoir des prescriptions de certains antalgiques de caisse 2 et 3. Est-ce que du coup, certains produits peuvent être quand même prescrits à distance? Est-ce qu'il y a des limitations ou pas du tout? Ou est-ce que c'est un acte classique? Alors, non, la prescription, tout produit peut être prescrit à distance, sauf les substances vénéneuses qui nécessitent un examen physique en présentiel. D'accord. Voilà. Donc, pour prescrire ce qu'on appelle les substances vénéneuses, normalement, il faut, en tout cas pour la première prescription, qu'il y ait un examen présentiel. Il faudrait qu'on modifie un décret pour permettre à distance cette prescription de façon, voilà, même pour les premières.
Et pour ça, je pense qu'il faut autant un renouvellement de stupéfiants pour des médecins qui connaissent leurs patients, par exemple en soins palliatifs, etc. Il n'y a pas de souci, mais j'imagine mal aujourd'hui une première prescription de morphinique à distance, quoi, pour des patients en soins palliatifs. Voilà. Très bien. Je pense que ça évoluera en fonction des pratiques, mais en tout cas aujourd'hui, les décrets sur les substances vénéneuses, parce que c'est comme ça qu'elles sont regroupées dans le code, nécessitent normalement du présentiel. Très bien. Du coup, on n'a pas d'autres questions. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si tu veux du coup conclure cette webconférence. Si je veux conclure, ou si tu veux le faire, ou si je veux conclure parce qu'il n'y a plus de questions. Oh, bah vas-y, je te laisse conclure. Non, mais écoutez, à 3/4 d'heure du couvre-feu, je vous remercie infiniment d'être venu assister à nos petits webinaires. On a envie d'aborder les questions. Vous êtes très sollicités en ce moment, il y a des webinaires tout le temps, même un peu trop, mais on aime bien aborder les sujets d'actualité avec un petit peu de côté, soit un peu potache, mais avec beaucoup de sérieux derrière, comme vous le savez. Et merci de votre confiance. Merci beaucoup à Yann Edouarin qui a comme un sourire quand on le voit comme ça, c'est exceptionnel. Il passe, qui est déjà à sa campagne, je vois déjà des poutres au plafond, c'est imparfait. Mais vous avez du réseau, Yann, c'est bien. Alors, je fais partie des villages fibrés dans la Sarthe. Ils ont commencé à fibrer les petites campagnes avant la ville. Mon premier voisin était à 1,5 km, mais j'ai la fibre. Voilà. Mais moi, je n'ai plus rien dans 3 jours. 6 km du village. Marie-Laure, merci de nous avoir donné l'avis du LET. Et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble, tous. Merci à vous tous. Les questions, je vois qu'il n'y en a plus, mais vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a un site internet. Et les universités des déserts médicaux. Je le rappelle parce qu'on me l'a encore redit l'autre jour, c'est vraiment une association Web 1901 à but non lucratif, ce n'est que des bénévoles et donc nous sommes assez libres dans la manière de nous abordons les sujets, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, à très bientôt. Merci, bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt sur les réseaux et en janvier. Soyez extrêmement prudents. Pensez à vos proches si vous êtes en bonne santé. Et voilà, merci. Rémi? Merci à tous. Et bonne fête de fin d'année aussi. Et puis à l'année prochaine pour d'autres webconférences. C'est loin.